toujours, l'humanité cherche à repousser ses propres limites. Aucun obstacle, aucun sommet, aucune frontière ne fait exception, car plus grand est le défi, plus grand est la soif de vaincre. Cette flamme est ancrée si profondément dans notre être qu'elle en définit l'essence même de l'homme. Et un jour, sorti du néant, une expérience unique. Telle une étincelle au milieu des ténèbres, le jeu Pokémon le plus dur du monde. Si tu souhaites toi aussi tenter l'expérience, mon frérot, t'as intérêt à être au top de ta forme. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par Emma. Emma, c'est la référence en termes de literie. Et à l'occasion des Sleep Weeks, ils t'offrent des réductions allant jusqu'à moins 50% sur tout un tas de produits, c'est un truc de ouf. Leur matelas hybride a été élu meilleur matelas testé en France en 2023, bah, rien que ça. Mais Emma, c'est aussi des oreillers, des couettes et des protège matelas de qualité, tu vas forcément trouver un truc parfait pour toi. La qualité de ton sommeil doit être une priorité, c'est non négociable en fait. C'est pourquoi Emma s'engage à t'offrir 100 nuits d'essai pour que tu puisses trouver le produit idéal. La livraison et le retour sont gratuits, payables en 3 ou 4 fois sans frais et cerise sur le gâteau, t'as 10 ans de garantie. Jusqu'au 21 mars à l'achat du pack complet qui comprend un lit coffre, un protège matelas, une couette 4 saisons et 2 oreillers original premium, le matelas original 2 vous est offert. Et jusqu'au 27 mars avec le code NYONX, t'as 10% de réduction supplémentaire sur toute commande supérieure à 300 €. Tous les liens sont en description, merci à Emma pour leur confiance, nous on retourne à la vidéo. Rares sont les belles histoires qui commencent dans une fourgonnette. Étrangement, celle-ci en fait partie, mais d'abord, un peu de contexte. Enchanté, moi c'est Nyonx et je joue à Pokémon depuis que j'ai 3 ans. Comme tout le monde, j'ai commencé ma première partie sans savoir qu'on pouvait sauvegarder et comme tout le monde, 25 ans plus tard, je connais toujours pas les faiblesses du type spectre. Pour vous donner un ordre d'idée, mon niveau sur Pokémon se situe plus ou moins là, enfin peut-être là. Bon ok, il est carrément ici, mais pour ma défense, j'ai pas joué à Pokémon non-stop depuis que je suis gosse. Car comme beaucoup d'entre vous, j'en ai eu un peu marre. Marre de voir une histoire qui se répète, de voir une technique à la ramasse et par-dessus tout de voir une difficulté inexistante. Ah attendez, comprenez-moi bien, les jeux Pokémon sont pas spécialement faciles. Pour quelqu'un qui débute. Quand tu combines les attaques, le tableau des types, les objets, les natures, les IV, c'est vite le bordel. Sauf qu'au fil des ans, toutes ces connaissances, elles s'accumulent. La montagne d'informations devient plus digeste et comme t'es pas Sacha du putain de Bourg-Palette, t'oublies pas tout ça quand tu prends le bateau. En fait, la profondeur stratégique de Pokémon est énorme. Mais pour pas effrayer les nouveaux joueurs, Game Freak décide bien souvent de pas du tout l'exploiter. Donc tu finis à force par vivre une expérience sans plaisir, sans challenge, sans saveur. Ça, c'était avant que je tombe, par hasard, sur le concept du Nuzlocke. On va pas y aller par 4 chemins, la seule raison au monde qui m'a véritablement donné envie de reprendre ma DS pour jouer à Pokémon, c'est ces 3 règles. Car au-delà même d'accroître drastiquement la difficulté, ça rend l'aventure tellement plus intense. On vit chaque combat à fond, on s'attache à des bouts de pixels tout flingués, tout ça parce qu'il s'appelle Gontran et pas Chenipan. On stresse, on rit, on pleure et on triomphe. Tu bats alors un à un les différents jeux qui se dressent devant toi, les jeux officiels, les hackrooms, les fangames. T'en veux toujours plus jusqu'à ce qu'inévitablement tu cherches à te frotter au plus grand des challenges possibles. Quand tu cherches sur internet, quel est le jeu Pokémon le plus dur du monde de l'histoire de l'humanité avant même ça, c'est-à-dire depuis le Mésozoïque, un nom ressort systématiquement, Emerald Kaizo. Et c'est normal, pendant longtemps c'était lui le numéro 1, le boss final, celui qui mettait la barre tellement haut que le battre signifiait tout simplement être l'un des meilleurs dresseurs au monde. Et c'est vrai que pour l'époque c'était du jamais vu en fait. Des arènes au climat permanent, des centaines de combats obligatoires, parfois même en affrontant pas un mais 2 légendaires. En même temps, c'était de la folie. Sauf qu'avec le temps, les joueurs ont tellement décortiqué les fights et l'intelligence artificielle des dresseurs, au point même de savoir quel Pokémon utiliser contre qui, que devenir maître de la ligue n'était plus un exploit aussi impressionnant qu'au début. Car forcément, en utilisant uniquement les mécaniques des 3 premières générations, bah t'as vite fait le tour des possibilités. Les strats se répétaient et pire encore, elles dépendaient bien souvent des créatures que tu captures pendant ton aventure. Le jeu souffrait d'un déséquilibrage assez violent au point où si tu chopais pas Eliatron dans les premières zones, eh ben les gens recommençaient leur partie. Et un gars s'en est très vite rendu compte.
Je vous présente notre héros du jour, tonnerre d'applaudissements pour DxE, un mec pas comme les autres qui possède 3 compétences hors du commun. Premièrement, c'est un joueur Pokémon stratégique de très haut niveau, le genre à foutre une raclée à 99% de la population sans même avoir à regarder son écran. Ensuite, c'est probablement l'un des plus grands Nuzlockers de l'histoire, car si Emerald Kaizo est devenu plus accessible aux yeux du grand public, c'est sans aucun doute en partie grâce à lui. Il a été l'un des premiers à finir le jeu en hardcore Nuzlocke et il l'a fait en abusant d'une technique particulière. Tu veux du pain ? Il a dégainé à la ligue un Flagados avec une attaque qu'on voit jamais, recyclage, ce qui en gros lui a permis de récupérer sa baie en boucle, vraiment c'était n'importe quoi, ça a bouleversé la méta d'Emerald Kaizo. Et dernièrement, c'est aussi un bon gros nerd fan de jeux vidéo, tellement fan qu'il décide de développer son propre jeu dans son coin. Et en mélangeant cette sainte trinité, ce n'était qu'une question de temps avant que n'apparaisse la nouvelle pépite. Celle qui allait rabattre les cartes et exploiter si profondément la complexité stratégique de Pokémon, repoussant les frontières du tryhard tellement loin que le monde entier allait ployer le genou. Run and Bun, le nouveau jeu Pokémon le plus dur du monde. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, vous me dites ? Par où commencer ? Chaque combat est unique, designé sur mesure par son créateur afin que chaque objet, chaque talent, même le plus insignifiant de tous, ait une utilité. Quoi, tu connaissais pas l'objet chariot distordu ? Eh ben normal mec, personne le connaissait je crois, enfin sauf DxE, peut-être. Des exemples comme ça, il y en a tant que tu veux, parce que niveau variété, il s'est fait plaisir. C'est juste mathématique en fait, parce que quand tu passes de Ike à Run and Bun, tu doubles le nombre d'attaques, tu triples le nombre de Pokémon, tu quadruples les talents et tu quintuples les objets, c'est un délire. Mais le truc qui va propulser le jeu dans une autre galaxie, le rendant si agréable, si punitif et si riche en même temps, c'est ce document. 18 pages. 18 longues et terrifiantes pages pour expliquer l'intelligence artificielle du jeu. Quel sera son prochain coup? Qui va-t-il envoyer sur le terrain? Va-t-il augmenter ses stats ou m'attaquer? Ce sera notre bible et au moindre doute, à la moindre hésitation, la réponse se trouvera très certainement dans ces quelques lignes. Car DxE, il a mis une attention toute particulière à rendre l'intelligence artificielle vraiment intelligente. Elle connaît toutes les statistiques de tes Pokémon et donc si t'es plus rapide que ton adversaire et qu'il possède une attaque prioritaire qui peut te mettre KO, immanquablement, l'IA choisira cette option. Mieux encore, si t'es toujours plus rapide, que son attaque prioritaire ne te tue pas mais qu'il voit que ton attaque va le mettre KO, alors en désespoir de cause, il choisira encore cette capacité, tout ça pour te gratter quelques PV. Le niveau est tellement stratosphérique que des lignes entières de code sont dédiées à des situations incongrues, comme par exemple lors d'un combat de duo où l'IA va décider délibérément de frapper son allié pour augmenter ses statistiques. C'est pas pour rien si ma première tentative a lamentablement échoué au 5e combat. Ouais, le 5e, ouais. Bah, c'est un peu gênant, hein. Ouais, je t'avoue. Ouais, c'est un peu gênant. Mais la deuxième tentative était la bonne. On enchaîne les victoires aussi sûrement que l'équipe nationale belge enchaîne les défaites. Rien ne pouvait nous arrêter. Ouais. Eh ben, on n'a pas atteint la première arène, je vous le dis. Mais pour être tout à fait honnête, malgré le challenge insensé que ça représente et la turbo branlée que je viens de me prendre, j'y ai pris du plaisir. Beaucoup de plaisir. Oh, allez, s'il te plaît, Aquatiette. L'heure était venue pour moi de m'y consacrer pleinement, et sans même me soucier de ce que l'avenir allait me réserver, début 2024 marqua l'avènement de la tentative numéro 3. Alors installez-vous, car voilà le printemps. Mesdames, messieurs, bienvenue à Bourg-en-Vol, le point de départ de notre aventure. Vous l'avez compris, l'histoire est ici secondaire car l'important c'est la bagarre. De toute façon, vous inquiétez pas, elle reprend dans les grandes lignes les événements de la version d'origine avec quelques petits changements. On y reviendra en temps et en heure, mais retenez que globalement, Run and Bun peut être découpé en splits où les maîtres d'arène jouent le rôle de boss, et dans chacun de ces splits, on retrouve un ou plusieurs mini-boss. Je sais pas d'où tu vois le terme mini ici, mais dans l'idée c'est ça, hein, t'as compris. Le jeu implémente directement un système de level cap pour pas que le niveau maximal atteignable par notre équipe ne dépasse celui du prochain mini-boss. Une fois vaincu, la limite saute et tout le monde se met au niveau du prochain palier. Nous voilà donc fin prêt à partir, mais avant tout, on a une décision importante à prendre. Comme la majorité des joueurs, je décide de partir sur Wistikram. Le nôtre a pas des statistiques de dingue, a une nature qui baisse son attaque avec une vitesse à chier. 95% des gens auraient relancé leur partie, mais que voulez-vous? J'ai la fâcheuse tendance à m'attacher aux starters de merde. Les écoute pas, tabouriste. Une longue vie t'attend, c'est certain. On capture une belle brochette de beaux gosses et très vite, la panique nous rattrape car triathlète Mikey, le bourreau de notre première tentative, est déjà là. Mikey, c'est un gars bien. Père de famille au grand cœur, ses amis le surnomment le checker de paix.
Car le M, c'est le premier PNJ de notre aventure à nous donner une leçon. Run and Gun n'est pas un jeu comme les autres. C'est pas parce qu'on est au 5e combat qu'il faut sous-estimer l'adversaire. Non mec, il faut se préparer comme si t'affrontais Cynthia Prime. Parce que Mikey, il a un Yanma Sonic Boom. Attaque un peu particulière qui t'infligera toujours 20 points de dégâts, qu'importe ton type, ta défense, ton statut socio-économique, c'est 20 points pour tout le monde. Or, le premier level cap est fixé au niveau 12. Autant vous dire que tous les Pokémon du jeu ont entre 30 et 40 PV. Donc si t'as pas foiré ton bac de maths, t'as capté le problème. Aucune créature ne peut résister à 2 Sonic Boom. Sauf si bien sûr t'as été assez prudent pour donner une baie au rang à toute ton équipe avant le combat. En récupérant 10 PV, la majorité des Pokémon peuvent résister 2 tours et remporter le duel. Et ça c'est bien sûr qu'une mise en bouche t'enchaîne avec des spins d'un métronome, des rondoudous cancérigènes et des Magikarp hydrocanons. Pour enfin arriver face à ton premier véritable adversaire, le Sbire. Il a pas une équipe de fous, mais comme Dexé c'est un énorme déconneur, il a trouvé ça drôle de donner à un 9 le talent récolte, lui donnant 50% de chance de récupérer sa baie à la fin de chaque tour. Ça vous rappelle rien? Enfin, je veux dire rien du tout? Mais par miracle, nous, on n'a pas piste. Papiste, c'est un chic type. Un peu arrogant, c'est vrai, mais qui pourrait lui en vouloir? Son enfance a été une galère, déjà physiquement, la vie l'a pas gâté, et en plus, il a dû grandir dans les quartiers les plus chauds de Brooklyn. Par chance, la nature est bien faite, et un beau jour, la puberté fit son travail. Notre courageuse et répugnante gargouille se transforma en Beyoncé, et le changement n'était pas qu'extérieur, car au fond de lui, quelque chose avait changé. Il acquit un nouveau talent, œil composé. De premier abord, on pourrait croire que c'est pas fou. Œil composé augmente de 30% la précision, mais tout dépend des attaques que t'apprends. Et je peux te dire que quand t'as poudre dodo et vent violent, t'es bien content d'être plus précis. Mais le truc que tout le monde oublie, c'est que œil composé, ça a une utilité hors combat. Ça augmente les chances pour que le Pokémon que tu rencontres dans les hautes herbes porte un objet. Une futilité? Ouais, peut-être. Et si l'un de tes objets, par exemple, permettait une évolution, et que ce dit objet n'était en temps normal accessible qu'à la 4e arène, et que du coup, grâce à Papiste, les 5% de chances qu'il tienne ce truc passent à 20%. Alors peut-être que tu peux avoir un Hippo-Roi pour la première arène. Mais là on se projette un peu les mecs, parce qu'avant de se rendre dans l'antre de Broly, on a encore un autre boss à affronter. En fait, c'est même 2 boss, l'un à la suite de l'autre. Et ces 2 matchs, on les a jamais gagnés. Bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que dans chaque histoire intéressante, il faut ce personnage mystérieux dont tu connais pas vraiment les intentions. Veut-il le bien, veut-il le mal? Personne ne sait véritablement ce que dicte sa conduite, rendant chacune de ses décisions palpitantes. Le nôtre, il s'appelle Matisse. Non, c'est pas un Pokémon. Enfin, je crois. Matisse, c'est aussi un joueur de Run and Gun. Le gars a déjà battu la 5e arène du jeu et son kiff c'est d'aider les gars comme moi qui galèrent. Enfin, aider on n'est pas sûr, car notre première interaction avec cet énigmatique personnage a été Ouais, Nyonks, c'est très simple. Tu leads avec Krabi et tu inverses le corps avec. Bon allez, je dois te laisser, je vais chez le coiffeur. Salut mec. Matisse? Matisse, t'es là? J'espère que j'ai donné les bonnes baies. Matisse n'a rien dit. Je vais chez le coiffeur, il est pas là! Oh putain! Matisse est plus là! En vrai... Oh non, j'aurais pas fait ça. Je prends trop cher. Je mets rien avec lui. En vrai, je peux pas me faire crit, tu vois, mais... Ok, je crois que ça passera quand même. Mais quelle strat de merde! Mais quelle strat de merde! Était-ce de la malice? A-t-il le cœur rongé par la noirceur? Ou était-ce juste parce qu'on avait tout simplement pas compris comment battre un cornèbre avec Krabi? L'histoire ne retiendra que la trahison et nous voilà d'entrer dans la sauce car ici c'est un back-to-back. Il n'y a pas de soin entre les 2 matchs. Et spoiler, le premier devait être le plus simple. Grâce aux efforts combinés de dindistes, de tabouristes et de paysagistes, la situation se redresse petit à petit jusqu'à ce qu'arrive le monstre de cette double confrontation. Scobolide. Avec son talent turbo, ce truc augmente sa vitesse à chaque tour. Il porte le casque brut nous empêchant de rentrer en contact direct avec lui sans se blesser et pour couronner le tout, il a Roulade. Attaque qui va doubler de puissance à chaque fois qu'il la lancera. Dans une situation déjà désespérée, nous vient alors la première illumination de la run. Sous sirène. Toi comme moi, on n'a jamais utilisé sous sirène. Sur quelle planète annuler le talent d'un Pokémon est utile? Jamais, absolument jamais. Charles de Gaulle. Mais c'est ça, Run and Gun. C'est élargir sa vision à plus de possibilités. Et ici, évidemment, qu'empêcher Scobolide de prendre de la vitesse avec Turbo est la clé de la victoire. Et bah alors l'équipe, le petit combat là, ça s'est bien passé? Comment il va mon crabe? Oh allez, notre record est battu, avec un mort certes, mais quand même, réjouissons-nous. Pour la toute première fois, on va se frotter à un vrai maître d'arène. On a tout intérêt à se préparer correctement et ça tombe bien car voilà possiblement l'un des moments les plus importants du début de game.
Le sauvage de la grotte granite. Au milieu des types roche, sol et acier vit une créature de type électrique qui est considérée par les joueurs comme le meilleur Pokémon de la première moitié du jeu, Togedemaru. Ce n'est pas une blague, déjà parce qu'il possède tous les moves de support dont tu peux rêver, mais aussi et surtout grâce à la combinaison de son double type et de son talent. Acier électrique lui confère 12 résistances sur les 18 possibles, ce qui veut dire qu'il peut venir sur le terrain quand il veut. Et si le Pokémon en face a le malheur de le toucher, alors Épine de Fer s'active, blessant son agresseur. Y a pas débat, Togedemaru, c'est le meilleur pivot du jeu. Ok, mais le problème c'est que son taux d'apparition est de 5%. Ah, si seulement comme avec œil composé, un Pokémon pouvait avoir un talent avec une influence hors combat qui, je sais pas, augmenterait les chances d'attirer les types électriques, genre un mouton. Avec Statique, Faristo attire véritablement les types électriques vers lui et fait grimper nos chances de 5 à 50%. On y croit? Oh, c'est pas cool, Fampi, car sans Togedemaru à l'arène, tu nous forces à dégainer notre premier Joker. En gros, il y a 2 objets qui sont disponibles en quantité très limitée un peu partout à travers la map. Les Scales, qui t'offrent la possibilité de maximiser une statistique, de changer une nature ou de réapprendre une attaque à un Pokémon, et les Super Bonbons qui te permettent d'outrepasser le level cap actuel. Ouais, c'est vrai que ça a pas l'air d'être une révolution, mais Run and Bun est tellement parfaitement équilibré qu'un niveau supplémentaire signifie frapper plus fort, résister plus vaillamment, mais aussi dans certains cas, évoluer. Jésuite a été assez discret depuis le début de notre aventure, mais les choses sont sur le point de changer, car en évoluant grâce au Super Bonbon, il chope une double résistance combat et un regard de tueur qui intimide quiconque le regarde dans les yeux. Tout ça en fait le contre évident pour la première arène, et justement, je pense qu'on en a fini avec les détours. Place au spectacle. Ne pensez pas qu'on rentre dans un combat comme ça sans prendre le temps de tout anticiper. Avant chaque affrontement, il faut analyser les dégâts, les objets, les talents, les effets secondaires possibles. En réalité, Run and Bun, c'est passer plus de temps à préparer un duel qu'à le jouer, car rien ne doit être laissé au hasard. C'est là que réside toute la saveur du jeu Pokémon le plus dur du monde. Ok, notre Bible nous dit qu'à part dans de rares exceptions, l'IA choisira systématiquement d'attaquer, mais avec quoi? On sait que de base, elle ira toujours vers celle qui fait le plus de dégâts, sauf si, comme ici, elle voit que Papiste est plus rapide et possède une attaque pouvant le mettre KO. Alors, un score plus élevé est attribué à un move prioritaire comme Sucker Punch, car foutu pour foutu, ce sera la seule manière pour lui de nous frapper avant de tomber. Très bien, maintenant l'IA doit choisir qui envoyer sur le terrain. Pour prendre cette décision, le critère numéro 1 est de savoir si dans son équipe, quelqu'un est plus rapide que notre Pokémon et a un move qui l'achèverait. Ici, seul Lockpin remplit ce rôle grâce à Vengeance dont les dégâts sont multipliés par 2 si l'un de ses alliés est tombé au combat au tour précédent. 142 puissance, ça ouvre en 2 n'importe quelle créature et c'est pour ça que Papiste était notre lead. Avec Abri, il se protège de Lockpin le temps qu'il faut pour que la vengeance ne soit plus boostée. Mais ce n'est pas la fin de nos soucis pour autant, ce truc porte un eject bouton. Objet étrange qui va l'envoyer hors du terrain dès qu'on va le toucher. Jésuite fait le job avec Vive Attaque, mais on sait qu'on le reverra plus tard. Maintenant, Broly n'a plus personne de plus rapide capable de s'occuper de Jésuite. On passe alors au stade suivant. Un Pokémon plus lent qui ne meurt pas d'une de nos attaques mais qui peut nous mettre KO. Capoeira. La strat est ici bien plus délicate car cette chose est un monstre. Dans cette position, on sait qu'il choisira éboulement. On peut alors venir sur Martialiste qui résiste à la roche, lancer un petit fake out, repivoter sur Jésuite pour se prendre une attaque combat. Avec Intimidation, on baisse son attaque, on appelle à nouveau éboulement et on fait ça encore et encore jusqu'à ce qu'il soit à portée de Papiste qui, vous l'avez compris, ramène Lockpin. Abri pour tempo la vengeance, retour sur Martialiste qui frappe, puis sur Jésuite pour en venir à bout et... Oh putain, let's go! Allez, tue-le, mec! Pas de crit! Ah, s'il te plaît, normalement, il y a une range. Il y a même quasiment toutes les ranges. Easy boy! Putain, la range dégueulasse! Sacrifice d'indice. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Une chance sur 16 de t'en sortir, c'est de faire un crit, frérot. Allez, mec. D'indice, non.
Alors, t'as kiffé? Moi j'ai kiffé moi. Un badge, 2 morts, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait bel et bien que la froideur de l'hiver a laissé place à la douceur du printemps. Les graines sont semées, la croissance sera douce, mais je crois qu'on tient un truc. Notre route continue donc à travers bois direction la 2e arène. La distance qui sépare les deux villes est toute petite et on arrive en un clin d'œil à destination, non sans avoir été initié à notre premier combat double évidemment. À Mérouville, on échange notre Caninos contre sa version d'Issui, plus fort mais moins beau. Bienvenue à toi, Hamilton l'adopté. Au sud, on prie pour avoir Blanc Coton ultra cheaté dans ce jeu car il a... Ok. À l'ouest, on tombe sur Décapsuleur. Un mec chill. Au nord, c'est Débugant qui se présente à nous, faudra qu'on reparle de lui plus tard, hein, mais on a plus urgent. Car à l'est, la vie nous offre une seconde chance de changer notre destin. On mérite Togedemaru, on a perdu le premier 50-50. J'ai plus la patience, on veut Togedemaru. Je ne suis pas à l'aise. Allez! Let's go! Il est enfin là! Regardez comme il donne le smile! Est-ce que t'as pas envie de lui faire un câlin? Tu t'appelleras... Rongiste. C'est pas mal, Rongiste. Ah bah voilà, Fampi, t'es tout pardonné maintenant, mec. On peut devenir potes, toi et moi, et... J'en attendais pas tant, mais let's go. Avec cette team de légende, tu penses vraiment que Roxane va nous stopper? Mais t'es un malade, toi. On rentre dans l'arène comme des rois et on fout une branlée à tout le monde jusqu'à ce que la maître des lieux en personne vienne nous confronter. Comment vous dire? Tabouriste atomise son scalp-proie, Trompeur encaisse une myriade de flèches et one-shot un légendaire. Rongiste débarque face à un stégosaurus de 36 tonnes, David contre Goliath. Il va se prendre des dégâts avec épine de fer. On va le fake out et normalement Griffacier devrait terminer. David gagne. Ok. Piratiste prend le Solaroc facile et Togedemaru revient sur le terrain pour s'occuper d'un autre Pokémon faisant 100 fois son poids. C'est huge ce qui se passe! Je pense qu'on est bon les mecs hein. Dernier Ancient Power, pas de boost maintenant! Comment je serais dégoûté! Oh mais non! Les amis, je pense qu'on peut se régaler! C'est un clean sheet pour la 2e arène! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malgré la difficulté croissante des adversaires, vraiment ça devient du très lourd, on continue d'avancer. En faisant une blinde d'erreurs, c'est vrai, mais comme dit le dicton, carrément pourquoi on a fait ça? Never punish. Enfin je veux dire, même face à Shell qui est considérée comme la première vraie run killeuse du début de game, on s'en sort sans perdre personne. C'est juste de la folie, on arrive à l'Avandia avec 2 morts. Faisons, si tu le veux bien, un rapide point sur notre situation. Notre box ressemble à ça, avec 3 petits nouveaux sympas en plus, alors que l'équipe de Watson, le prochain maître d'arène, ressemble à ça. Ne cligne pas des yeux, vraiment ça sert à rien, c'est bien un légendaire broken et une méga évolution, aussitôt dans l'histoire, je suis quasi sûr que c'est pas légal, mais par miracle, nous aussi on a plus d'un tour dans notre sac. Déjà, on récolte une multitude de nouvelles baies, dont certaines sont vitales pour la pérennité de notre aventure. Sauf que t'es sur Run and Bun, évidemment que t'allais pas en recevoir en illimité. Le nombre de baies que tu récupères est aléatoire et autant recevoir peu de baies anti-confusion, ça va pas changer ma vie. Autant recevoir peu de baies citrus qui sont indispensables dans un fight sur 2, ouais, ça m'embêterait énormément, ouais. Ça m'embête énormément. Heureusement, c'est pas nos seules ressources. Il nous reste 3 scales et 2 super bonbons. Tu te souviens de Débugant là? Ouais, bah on lui avait pas encore trouvé de surnom parce qu'en fait, il a 3 évolutions possibles qui varient selon ses statistiques d'attaque et de défense. Pour la faire simple, on peut les catégoriser en beaucoup trop fort, ok tiers et nul à chier, je crois. Suspense. Ouais, excusez-moi, ouais, très bien. Prends cette pilule, mec. Ouh, fétichiste, trop bien. Allez, c'est moi qui régale. Prends une pierre, allez, prends un bonbon, prends une pierre aussi, allez hop. Ouh, c'est la fête ici ou quoi là? Wow. Plus qu'un bonbon. Tabouriste, prends ça mon gros. Un magnifique signe à Brass pour affronter la 3e arène, là on discute. On croit tellement en lui qu'on crame nos 2 dernières scales, non pas pour booster ses stats, hein, il est déjà bien assez fort, vous le savez, non, on veut lui apprendre la combinaison d'attaque la plus pétée du jeu, Fake Out plus Surchauffe. Avec ça, tu passes tous les Pokémon qui auront l'audace d'avoir fermeté ou de porter une Focusage, comme par exemple le Magnézone de Watson. À l'aube du plus grand challenge de notre jeune carrière de dresseur, je décide quand même de demander l'avis d'un vétéran sur notre strat. Je sais pas à quel point on peut faire confiance à un type mesquin comme lui, mais au moins ça a fait travailler un petit peu nos ménages. Après quelques ajustements de dernière minute, on est enfin prêt pour l'affrontement le plus important depuis le début. Je te propose qu'on vive en immersion complète.
Oh, je stresse de fou. Nous croyons en toi, merci Krabeski. La 3ème arène de Run and Bun. C'est maintenant. Ok les amis, le premier tour est free normalement. Fake out pour casser le sturdy, plus overheat, ce qui devrait bait 0 aura. Overheat c'est ciao. Et on y croit les mecs, hein. On y croit. Parce que je sens que je vais stresser, je vais faire de la merde. Mais on y croit, on y croit. Donc là c'est Plasma Fist, donc on va sur Acnetist. On va aller sur Rongiste, sur le Grass Knot. Iron Barb qui fait perdre des bons petits dégâts à 0 aura. Ce qu'il faut, c'est pas de coup critique, absolument pas, sur Togedemaru. Ce serait le plus dramatique. Ok, on refait un tour. Donc là maintenant, ça va être l'attaque de type électrique. On revient sur Toge. Il a un drop de défense, donc le fake out va faire encore plus mal maintenant. Mac Punch. Zeraora. Et down. Zeraora est down. Ok. Ok, c'est retourné. Ok. Il voit le kill avec Air Slash. On revient sur Rongiste. Oh les mecs, putain. Tellement de pixels. Ok. Pas de crit, ce serait pas cool, s'il te plaît. Ok. Je pensais à prendre Hamilton moi de base, mais Mathis m'a convaincu d'une autre strat. Ah putain, peut-être qu'on aurait dû quand même, mais le crit est super méga grave. Oh les mecs, c'est chaud. Hein. Ok, Earth Power. Mais un gros 60% mec. Un énorme 60%, s'il te plaît. Oh, elle est pas mal, la range elle est pas mal. La range elle est pas mal. Pas de burn. Pas de crit, pas de burn. Ok. T'es toujours on track hein. J'ai 2% mais mec normalement tu l'as. Ok. Dernier Pokémon. Méga Faramp. On va sur Togedemaru. En vrai il me tue pas. Mais s'il me crit, je pense qu'il y a une chance qu'il ne voit pas Discharge mais qu'il voit Dragon Breath. Ok. C'est pas bien ça c'est pas bien ça. Oh c'est un crit ça. Oh sa mère. Oh c'est même pas un crit. Je vous explique la situation. Donphan, il a 90% de chance de tuer en tapant de bulldoze. C'est pour ça qu'on a été sur Togedemaru parce que l'idée c'était de le fake out pour le gratter un tout petit peu pour augmenter les chances à 98-99% de chance. Là maintenant, il ne va pas Dragon Breath parce qu'il voit maximum 36 dégâts. On est à 37 PV. Sauf que si je fake out, ça voudrait dire que je prends un tour de burn, ça veut dire qu'il aurait autant de chances de Dragon Breath que de Discharge, à peu près. Sauf que si Dragon Breath directement sur Donphan, c'est une catastrophe, on ne survit pas, c'est sûr et certain, c'est mort. Je pense que le move, c'est de ne pas faire fake out, de switch directement maintenant parce qu'il va faire Discharge, et d'espérer que les 90% passent. Je peux pas fake out, je suis obligé de switch Donphan maintenant. Mec, priez parce que c'est maintenant que tout se joue. Trompeur, mec. Il faut que t'écrives l'histoire maintenant, mon ref. Oh le roll il est ok. Oh le roll il est pas mal je crois. Je crois que le roll il est pas mal je crois. On est plus rapide. C'est maintenant. Et c'est des snaps. Le soleil brille enfin sur la région de Hoenn et notre pérégrination continue donc tout naturellement vers la 4ème arène. En vérité, je sais pas trop comment vous décrire cette sensation. La victoire contre Watson résonne en moi comme un symbole fort, car pour la première fois, j'ai vraiment l'impression de comprendre l'IA, d'anticiper ses choix, de mettre en place les bonnes stratégies, tout semble de plus en plus cohérent. Ça n'empêche pas les bavures, évidemment. Décapsuleur, t'es beaucoup trop chill, mec. Ah, c'est officiel, je suis dans la giga merde. Si c'est freeze dry, mon hippo roi ne tank pas. Mais en dehors de ça, tout va bien, vraiment tout va bien, vous inquiétez pas. On commence à élaborer des tactiques complètement folles à base de j'empoisonne volontairement avant le combat trompeur et acnétiste pour pas que Hypnomat puisse m'endormir, what the fuck. Ou encore à base de je démarre le fight avec un papiste blessé pour que les deux adversaires veuillent le finir, qu'il fasse abrier et qu'ainsi le champ soit libre pour frapper de l'autre côté.
Jongler avec les règles, prévoir les coups critiques, c'est un vrai kiff. Et ce qui me donne le plus de plaisir, c'est de découvrir au fur et à mesure de notre aventure quelque chose dont j'ai longtemps sous-estimé l'importance. Chaque Pokémon a son rôle à jouer, cette chose qui le rend unique et que lui seul peut accomplir. Prenons le cas de Ixon. Le frérot, il a un seul kill à son actif. Mais dans l'affrontement terrible contre la rivale, bonne chance à tous ceux qui tenteront l'expérience, c'est le meilleur leader possible. Immunisé au type Psy, explose les murs lumière de Wimessir avec casse-brique. C'est bien simple, de l'entièreté de la box, c'est lui qui remplit au mieux cette niche très précise. Hélas, il repartira entre 4 planches, c'est quasi impossible de perdre personne face à elle, mais sa mission, elle est remplie. En se sacrifiant, lui qui n'était personne nous a offert la victoire sur un plateau. Bien sûr, certains sont objectivement plus forts que d'autres, mais le panel d'adversaires rencontrés est tellement vaste qu'à un moment, chacun aura son heure de gloire. Sauf Porygon, vraiment, y a pas les mots, t'es nul, t'es carrément nul. C'est pas grave, on t'aime comme t'es, mais bordel, t'es vraiment une... Comme tu l'as peut-être remarqué, notre itinéraire a été modifié comparativement au jeu d'origine. Au lieu de remonter directement vers Vermilava, on boucle notre tour pour revenir à notre point de départ, Clémentiville. Ce qui signifie qu'il est l'heure de faire face à notre complexe de Deep. Le daron a une équipe qui semble ok. Le truc, c'est que ce n'est qu'un leurre, car si tu te penches sur son cas, tu te rendras compte que c'est de loin l'adversaire le plus dur depuis le début. Ah ouais, c'est pas de la rigolade, hein. Avec 2 Pokémon Coloforce, une méga beaucoup trop rapide et un légendaire qui peut changer de forme, c'est un enfer à calculer. Mais ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'avant de l'affronter, il faut vaincre les dresseurs de l'arène. Et tout comme dans la version de base, tu as le choix. Est-ce que tu préfères affronter la salle précision où tu peux pas échapper aux assauts adverses, la salle critique et ses snipers en embuscade, ou encore la salle puissance qui claque les plus gros uppercuts dans le foie que t'as vu de ta vie? La décision t'appartient, ce qui compte, c'est d'arriver au champion. En vérité, qu'importe la voie que tu décides de suivre, les matchs sont durs. Nous, on est venu à bout de la salle vitesse et défense sans trop de problèmes, mais quand vient l'heure d'entrer dans la salle puissance, remplie de testostérone à l'état pur, nos jambes flageolent un peu. Il faut dire que ce combat pourrait être un maître d'arène. Alléluia, on s'en sort indemne, mais vient alors l'heure de l'émancipation. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce combat. C'est vraiment une torture pour un millier de raisons, toutes plus racistes les unes que les autres, mais la plus injuste d'entre elles est peut-être ce que les gens ont baptisé la truck attack. Norman commence son combat avec un Porygon 2 Evolurock, boostant ses défenses à mort. De ce fait, aucun Pokémon ne peut terrasser ce truc en un tour. Et son move pool, il est étrange. Cage éclair, soin, laser glace et triple attaque. Dans environ 90% des cas, si l'IA voit qu'il ne te tue pas et qu'il est plus lent que toi, alors il va vouloir te paralyser pour te ralentir. C'est pourquoi tous les joueurs commencent le combat avec un Pokémon plus rapide, de type combat et portant une baie cerise qui soignerait la paralysie. Mais si tu fais partie des malchanceux qui ne subiront pas gage éclair mais triple attaque, alors bonne chance à toi pour le reste du fight mon gars. Parce que tu vas prendre très très cher et pire encore, tu as 20% de chance d'être paralysé, brûlé ou gelé. Il est donc bien plus poétique de parler de truck attack, car se la prendre, c'est déjà foutre un pied et 4 orteils dans le camion d'où tu viens. Et si je décris ça, tu t'en doutes. Ok, la range est bon, la range on sera bon, Thunder Wave. Oh putain! C'est une catastrophe. Tabouriste achève le Porygon, mais on a un énorme problème. On réglera ça plus tard, dans l'immédiat, il faut s'occuper du légendaire. 2 doubles pivots entre Porygon et Jésuite baissent suffisamment son attaque et sa défense pour qu'on en vienne à bout. Au diable les paralysies, que Dieu bénisse la baie cerise. Place au gros lapin. La strat initiale était simple, sacrifier Porygon et envoyer Tabouriste pour le venger. Mais dans cet état, il ne résistera pas aux vives attaques prioritaires de Diggersby. Notre seule chance, notre seul espoir, c'est de réussir à l'intimider avec Jésuite. À moins 1 d'attaque en partant du principe qu'il ne nous fera pas de coup critique, Tabouriste survivra. Mais pour ça, il faut envoyer Hamilton maintenant qu'il y a autant de chances de se prendre tricherie, plaquage ou vive attaque. Si c'est tricherie ou que plaquage nous paralyse, c'est game over. Croisez les doigts les mecs! Ok, pas de paralysie. Pas de paralysie. Ok. On l'intimide avec Jésuite, on sacrifie Porygon qui me prouve encore une fois mon erreur. C'est ensemble qu'on triomphera. Signabraz, toi, le modeste starter dont le peuple se moque, par pitié, prouve-leur qu'ils ont tort. Le Chinchillou, Roche Royale et Multicoup n'utilisent que des capacités frappant 5 fois par tour. Pas de chance pour toi mec, ton petit jeu n'effraie pas rongiste. Et enfin, la méga sort de sa tanière pour mettre un terme à l'affrontement.
un gars bien. Le checker de B. Il faut se préparer comme si t'affrontais Cynthia Prime. Autant recevoir peu de B anti. Confusion, ça va pas changer ma vie. On va donner une B anti-confusion à Hamilton. Donc là, on a gagné. Genre vraiment et tout? Ok, célébrons alors. Car la distance qui nous sépare de la prochaine arène est juste énorme. Il y a carrément moins d'adversaires entre Norman et Broly qu'entre lui et Flannery, c'est vous dire. Et sur le chemin, il s'est passé tellement de choses. On a affronté un méga Charmina, maître en Kung Fu qui a encore foutu trompeur à 1 PV. On a remporté notre 100e victoire face à un top dresseur dans un match complètement what the fuck avec des pivots dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Aussi une fois j'ai misclick avec Rongiste. À un moment pas du tout opportun. À ce jour je sais toujours pas comment on a gagné. Ah et on est sorti vainqueur du pire combat double de l'histoire là. Face aux jumelles Tori et Tia et leur démoniaque le Sidérella qui a marque ombre. Ce talent horrible qui t'empêche de switcher de Pokémon. Ces trois là elles en ont éteint des carrières je peux te le dire. Rongiste nous a malheureusement quittés. Mais d'autres compagnons ont rejoint le navire. Sauf que niveau chance c'est la débandade hein. Pour la faire simple, à chaque fois qu'un Pokémon disponible était fort, eh ben on l'a pas eu. Galeking? Non. Kaorin? Minotaur? Crabarman bien sûr. Quoi, Corvalius? Tu veux plutôt dire Sirurier? Tu peux faire ça pour toutes les foutues zones qu'on a visitées, hein, sauf au Mont Météor où on était garanti d'avoir un sushiste, et t'obtiens un bel amas de galériens. Mais hey, on a dit qu'on acceptait tout le monde maintenant, donc bienvenue les frérots. On élabore sans cesse de nouveaux stratagèmes, déjouant un à un les pièges tendus par l'ennemi, même Vito, le top dresseur, s'est fait broyer. Le soleil, les victoires, les poteaux, y a pas de doute, l'été est là. C'est alors qu'un nouveau type de défi se dresse devant nous. Un truc que j'ai personnellement jamais vu dans aucun jeu officiel, ni même dans un autre fangame ou à Chrome. Un gauntlet. Le principe est super simple. Une fois que tu auras enjambé cette petite bordure, le retour en arrière sera impossible. La seule manière de sortir de cette zone sera de la traverser de bout en bout en battant tous les dresseurs qui y sont présents. Et c'est une trop bonne idée, parce que ça veut dire que tu vas devoir choisir une équipe de 6 Pokémon, pas un seul de plus, et te débrouiller avec. Contre 7 adversaires et 19 créatures, en voilà un beau challenge. Ici, impossible de ne pas prendre de risques, hein, c'est du bricolage. Chaque Pokémon sélectionné devra remplir plusieurs rôles dont il n'est pas forcément le meilleur représentant. L'astuce, je te la donne, hein, c'est de commencer par le dernier combat. T'analyses ce dont t'as besoin et progressivement tu remontes et tu choisis tes coéquipiers selon les problèmes que tu rencontres. Indéniablement, tabouriste, trompeur, paysagiste et jésuite seront de la partie. Au vu du nombre de types Spectre et Psy, Excel Table, notre méticuleux et pragmatique Corboss est un choix évident. Il reste donc une seule place qui pendant longtemps fut attribuée à Crabarman, le gros crustacé là qui possède Cocarmure, ce talent béni qui l'empêche de se prendre des coups critiques. Mais pour des raisons d'ordre personnel, on prend finalement Rongiste, la valeur sûre qui sort jamais sans son pote jésuite. La team est au complet, attachez vos ceintures, il n'y a plus de marche arrière. Pokémaniac Steve n'est pas à prendre à la légère. Avec un gros tas de morts pouvant exploser et un poltergeist possédant exuviation, cette attaque qui double ta vitesse et ton attaque, gare au dérapage. Montagnard Lucas est plus prévisible. Attention quand même à son Squirtle qui se soigne en boucle avec soin poison et surtout à son Reliquante qui a le combo fermeté plus gigotage. Montagnard Lenny, il est complètement dépassé. Pour la petite anecdote, Tabouriste aurait pu fumer le noisier direct, mais j'ai fait exprès de le frapper avec Fake Out pour perdre quelques PV à cause d'épines de fer et ainsi appâter Barbicha sur le terrain. Le piège s'est refermé, désolé mon petit Lenny. Nob, le karatéka, envoie un Shaofin qui tente un pied voltige. Rongiste se protège, l'humiliation est totale pour le furet qui s'éclate au sol. Tuez-moi. Ça fait mal. Combattante Cindy essaye tant bien que mal de nous battre, mais que veux-tu qu'elle fasse quand t'as Jésuite et Rongiste qui te font danser la salsa? On pivote encore et encore et... Non, 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 c'est Mac Punch. C'est Mac Punch. C'est Mac Punch. On a quand même passé le Gauntlet avec pour récompense 12 B citrus. Et ça, c'est que le début des vraies galères.
Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre Togedemaru, l'un de nos meilleurs Pokémon, sur une erreur stupide? Je sais pas, d'instinct je dirais peut-être rentrer dans un combat par inadvertance alors qu'on n'est ni soigné ni préparé. Le plan du montagnard est simple. Il a une équipe constituée de Pokémon lance à mer qui ont pour unique but de poser la distorsion, et ce afin d'inverser les vitesses pendant 5 tours durant lesquels le plus lent frappera donc en premier. À la fin de ces 5 tours, quand les dimensions reviendront à la normale, on a la quasi-certitude qu'il voudra la remettre. Donc cette bataille non préparée se transforme en partie d'échec. Et c'est pas tout. Archéodongue, son premier Pokémon, possède Prescience, une attaque de type Psy particulière qui touchera sa cible 3 tours après avoir été lancée, rajoutant ainsi un décompte au décompte. Et c'est pas tout. Archéodongue et Celeroc connaissent aussi Explosion, 250 de puissance, une détonation dévastatrice qui tue à la fois son lanceur et de manière quasi certaine tout ce qui se trouve sur le terrain. Une capacité si unique qu'elle a sa propre page dans notre livre. Plus les PV d'un Pokémon sont bas, plus ses chances d'exploser sont grandes. Lancez le compteur. Les compteurs. Ça sent le boom! Il faut faire détection. Mais s'il fait autre chose? Il va pas faire autre chose! Oui, mais s'il fait quand même autre chose. Détecte ou on est mort. Explode! Explode-moi dessus, mon gars! Combien de tours de disto? Encore 2. Ok, on bouge! Mais Prescience arrive. Excel Table, il est immunisé! T'es sûr? Certain. Et maintenant, Sucker Punch sera pas suffisant, faut qu'on le gratte d'abord. Le fétichiste fake out? Ouais, mais il en faudrait au moins 3. Il va reposer la disto! Ouais, ou alors il va exploser. Léviator peut le vaincre et enchaîner Camerupt. Ouais, et elle est où l'enroule? L'enroule, c'est qu'il faut arriver au moment où la disto disparaît. Et si on foire? On est mort. Il faut qu'on temporise. 3 tours. Léviator mourra d'un crit. On n'a plus le choix. 2 tours. Ah, il faut taper dans le vide. Quoi? 1 tour. Dis-moi que t'en es sûr. Quasi sûr. C'est pas suffisant. Tu comprends plus rien. Putain, j'espère que tu sais compter. Bordel, je veux plus jamais revivre ça. Mais, on n'est pas encore sorti des enfers. Car au sommet du volcan nous attend la team Magma, plus spécifiquement Tabitha, le numéro 1 de ces sbires avec une équipe tellement puissante qu'elle est probablement la plus broken de tous les non-boss, après quoi notre route croisera celle de son tyrannique leader, Maxi. Et je me sens pas prêt du tout. C'est trop bizarre. Alors qu'on a enchaîné des dizaines et des dizaines de victoires, hein, c'est la première fois que véritablement, je me sens en danger. Peut-être parce que j'ai vraiment ressenti qu'une simple action peut avoir des conséquences directes, fortes, aux répercussions sans précédent, tout ça en un claquement de doigts. Ça m'a niqué ma confiance. Donc je doute de toutes mes strats, à chaque tour j'ai peur d'avoir fait une connerie et c'est pas cool. Alors quand Tabitha se trouve juste là, devant moi, logiquement c'est la panique. Car même si son étrange roster n'est pas le plus intimidant qui soit, leur synergie est si délicieusement bien pensée qu'on part du principe que perdre un seul Pokémon face à lui est une bonne nouvelle. Son Chartor qui possède lance-flamme et explosion porte une vive griffe. Avec une probabilité de 20% d'attaquer en premier et donc de voler en éclats à tout instant, personne n'est à l'abri, sauf un Pokémon. Ce n'est pas Acnétiste, ce n'est pas Donphan, ni même Sushiste, non.
Le seul à être sûr de remporter son duel, c'est Papiste. Car il vient d'apprendre tout fraîchement une attaque que jamais, au grand jamais, personne n'a utilisée et qui, dans cette configuration précise, est un game changer. Mesdames, messieurs, nuée de poudre. Oui, cette capacité existe, mais elle est en temps normal injouable. Elle te permet d'infliger 25% de dégâts à ton adversaire si et seulement si il utilise une attaque de type feu contre toi. Et ce Chartor sous le soleil qu'il a lui-même posé voit que Lance-Flamme a 100% de chance de fumer Papiste. Aucune raison donc d'exploser. Mentally Life Orb est un monstre, sauf quand le seul type ténèbres de notre équipe peut le Sucker Punch. Chalutier, pourtant l'unique joyau acier de la partie, inflige pile ce qu'il faut à Armaldo et Hamilton incarne tout simplement l'art counter parfait à Mega Absol. Reste donc Ambiflore, le vrai problème. Avec une vitesse doublée par le soleil couplée à son excellent move pool, le choix le plus courant est de sacrifier quelqu'un. Pour être transparent, c'est carrément ce que j'allais faire jusqu'à il y a 10 minutes. Quand à 20 mètres de là où nous sommes, au cœur même du volcan, je tombe sur Pompiste. Coque armure pour éviter les coups critiques, une défense hors du commun et une attaque feu dévastatrice. Même l'empoisonnement n'a pas suffi à le mettre KO. L'alignement des astres était parfait. Mais la montagne gronde encore, et Maxi s'apprête à passer à l'offensive. Selon toi, qui est ici la plus grande menace? Son légendaire? Son semi-légendaire? Voire même sa méga évolution? Eh ben non. Le danger, c'est Culbutoke. Car quand il débarque, son talent marque-ombre te bloque sur le terrain et ce truc est d'un tel sadisme qu'il ne possède aucune attaque offensive. Non, il préfère que tu le frappes pour te renvoyer le double des dégâts que tu viens de lui infliger, te poussant vers une douce et longue agonie sans aucun moyen de t'échapper. Il te met une pression constante, et Dexé le sait très bien. Il a codé une ligne spéciale rien que pour lui. Tant que l'IA voit qu'un Pokémon de son équipe peut mettre KO ton Pokémon, ou du moins lui infliger plus de dégâts que tu ne lui en infliges, il n'enverra pas Culbutoke. Il faut donc s'arranger pour que Maxi voit toujours un kill. Ainsi, il l'enverra en dernier. Chose importante, le membre de notre équipe qui butera le Pokémon précédent Culbutoke devra porter la carapace mue, le seul objet qui te permet de quitter le terrain même quand marque-ombre est activée. À partir de là, il faudra improviser. Ok, Kaorin s'occupe tranquille de Krabarak, et normalement, c'est Terra. Parfait, Chalutier, à ton tour. Let's go! Si mes calculs sont bons, c'est Ekaiser. Jésuite, je sais pas comment mec, mais faut que t'arrives à t'occuper de lui. Ouais, pas de panique, il devrait récupérer pas mal de PV avec Leech Life. Peut-être un peu trop de PV? Oh, je suis pas sûr que ce soit Camerupt. Ça l'est pas. Je suis bloqué. Si je fais Rockslide et qu'il me counter, je suis mort. Je suis 100% mort, 100%. Je suis obligé de lui faire le move qui fait le moins de dégâts, non? Powerman, tu peux te sortir de cette situation à une seule condition, mon ref, c'est que tu sois un grand ce soir. Que tu rentres dans la cour des légendes et que tu cries avec l'éclave. Powerman, à toi de tuer, mon ref. Matisse? Putain, c'était chaud là. Ouais, carrément. D'ailleurs, merci pour le conseil de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de l'enfer? Décapsuleur vient et bute Camerupt. Décapsuleur meurt sur Earth Power. Je prendrais plutôt Seismitoad. Ça a très peu de chance d'arriver, mais quand même. Ouais, vas-y, on prend Seismitoad. T'as raison, c'est peut-être plus safe. 12 seconds later. Ça peut être Earth Power, Matisse. Ça peut être Earth Power. Et attends, je suis désolé.
Il n'y avait aucune raison que je le prenne. Et on a quand même pris Seismitoad parce que Mathis m'a dit on sait jamais sur un malentendu, ça peut te sauver la game. C'est incroyable. Normalement, on risquait rien. Comment t'as deviné que ça pouvait nous sauver? Oh, je sais pas, comme ça, enfin, bon, tu fais quand même souvent de la merde, quoi. Donc, ça veut dire que t'es de mon côté? Mathis? Mathis! Et là, il m'a dit quoi? J'ai dit peur. On peut enfin redescendre le flanc de cette foutue montagne direction la 5ème arène où nous attend Flannery et son équipe terrifiante en fait. Du moins sur le papier. Tu m'entendras plus jamais dire ça de ma vie, mais c'est peut-être le seul combat qui semble plus difficile qu'il ne l'est véritablement. Et pour cause, une astuce toute simple dont on parlera plus tard. Le véritable danger de cette arène réside dans les dresseurs qu'on y rencontre. À l'intérieur, t'as carrément des gauntlettes, et à tous les coins de rue, t'as des Pokémon qui peuvent exploser. À mes yeux, c'est ça la définition de l'enfer. Sur le chemin, on croise Capiste, un autre talentueux porteur de cocarmure, rejoignant ainsi le trio des carapaces immunisés au coup critique. Une sacrée belle bande ces trois-là, il manque juste Donatello en fait. Une fois arrivé à Vermilava, cette mystérieuse vieille dame nous offre un œuf. Selon ses dires, il contiendrait l'un des 3 starters de ON. On l'accepte volontiers, mais je t'avoue que devenir parent, c'était pas sur ma liste des choses à accomplir en jouant à Run and Bun de base. D'ailleurs, je suis pas sûr d'être prêt à être papa, hein. Mais bon, tentons au moins de faire au mieux. Oh. Ah. Mais monsieur, Trickster n'est pas un vrai prénom. Vous pensez? Moi je pense pas. Il est mignon. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Dernier arrivé en bas, sa mère, c'est... Wow. Aïe. Attention. Vous êtes le pire père que j'ai vu, monsieur. Vous pensez? Mais oui. Moi je pense pas. Arco est en réalité le meilleur des 3 starters au vu de notre box actuelle. Un Pokémon plante extrêmement rapide et extrêmement charismatique, l'opposé donc de Vortante, désolé beau gosse. Et ce n'est pas tout, il apprend aussi Détecte. Une capacité similaire à Abri, ce qui veut dire qu'avec Papiste, Serrurier, Pompiste et Fétichiste, 5 de nos compagnons ont l'un de ces 2 moves qui sont, je le rappelle, ton meilleur allié lors des combats doubles. Or, l'info que je ne t'ai pas révélée tout de suite tout à l'heure, c'est que le duel face à Flannery est un combat double. Pourtant, je maintiens mes mots, de tous les maîtres d'arène, elle est la plus facile à vaincre à 2 conditions. La première, c'est d'avoir un Pokémon avec éboulement, capacité roche, super efficace sur le feu et qui touche les 2 adversaires lors des combats doubles. La deuxième condition, utile mais pas obligatoire, c'est d'avoir des Pokémon avec abri ou détecte. Parce que l'idée est simple et pourtant géniale. Si Hamilton se positionne d'un côté du terrain et spam éboulement pendant que de l'autre côté, tu t'arranges pour que les Pokémon en face voient toujours une attaque pouvant mettre KO ton autre partenaire, alors t'as un boulevard devant toi. Et avec une rotation bien optimisée, le champ reste libre pour Arcanin qui peut tranquillement ensevelir ses ennemis. Ok, mais on a un tout dernier problème. Dans les arènes, avant chaque combat, ton équipe est soignée automatiquement. Non, c'est pas une bonne nouvelle, car rappelle-toi, dans ce jeu de Golemon, c'est parfois intéressant d'avoir un problème de statut ou d'être blessé avant d'affronter quelqu'un. Ça te permet de mieux manipuler l'IA en le forçant par exemple à attaquer ton Pokémon qui a abri lors d'un combat double. Alors, comment faire? C'est pourtant simple. Personne te force à respecter le level cap à la lettre, mec. Si tu laisses Serrurier niveau 52 là, alors qu'en face tout le monde est niveau 57, tu déséquilibres volontairement le duel et même avec tous ces PV, t'as des chances que le gars en face puisse quand même le tuer. Donc si je résume, tu gaves ton Pokémon de bonbons jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se battre, mais tu le laisses légèrement plus faible que les autres pour qu'il soit sûr de perdre. Je suis un horrible père. Maintenant que tu sais tout, y a plus qu'à arriver jusqu'à elle. Du coup on se tape encore contre des porteurs de marque, contre des Darumacho bien trop vénères et contre des mélanges de trucs de Pokémon de mort là qui te font péter ton crâne. Je gère quand même le gauntlet tout en finesse et je me permets même une expérience sociale. Tous les membres de l'équipe de Saltimbanque Call peuvent buter Papiste avec une capacité feu. La question se pose, est-ce qu'on peut gérer une équipe entière avec nuée de poudre? La logique veut que oui, la réalité, elle par contre... Il est précisé nulle part, donc je te donne l'info. 25% arrondi à l'inférieur, ça peut donner des situations où Smogogo résiste avec un seul PV, affolant par la même occasion l'IA qui ne vit qu'une seule manière de se sortir de là. Donc à la question peut-on 1v5 un match dans Run and Bun, la réponse est non. En revanche, si l'on demande un Pokémon avec tous ses PV peut-il quand même exploser, là, la réponse est oui.
si j'ai bien compris, on vient de perdre 2 utilisateurs d'abri juste avant le combat du jeu où c'est le plus important d'en avoir? Heureusement, ça compromet pas nos chances de victoire. La suite de notre aventure se déroule de l'autre côté du détroit. La seule manière de nous y rendre est de mettre la main sur la CS Surf, jalousement gardée par Marin Dwayne dans son cabanon de fortune. Et il y tient à sa CS. Pour rien au monde il voudrait nous la céder. C'est par la force qu'on devra la lui prendre. Sauf que je suis cramé. L'enchaînement du gauntlet de Tabitha, de Maxi, de l'arène et de Flan m'a complètement vidé. À chaque match, la préparation est de plus en plus longue, la pression de plus en plus forte et les stratégies de plus en plus complexes. Alors, est-ce la faute à la précipitation ou à la fatigue si au 9e tour du combat, je me retrouve à dire... Putain, j'ai perdu. Run and Bone, c'est terminé, les mecs. Cette étrange créature se prénomme Golgopath, une chose répugnante qui s'est vue offrir Exuviation, la meilleure capacité de setup de l'entièreté du jeu, qui en un tour va doubler son attaque et sa vitesse. Avec 3 capacités ayant un taux de coup critique élevé et le talent sniper qui booste encore plus les dégâts de ceux-ci, si tu lui laisses une seule chance de se placer, mec, t'es foutu. Oh, c'est quoi le mieux à faire là? Mais s'il me frappe pas? S'il me frappe pas? Non, je faisais. Dans Pokémon, les dégâts infligés par une attaque peuvent varier légèrement. Si on intimide Golgopath avec Sushiste et qu'on sacrifie Chalutier, moins de la moitié des jets de lame de roc pourront tuer Trickster. Si par contre, c'est un crit, la run est terminée. J'ai jamais été aussi investi de ma vie dans une run. Subtile, s'il te plaît, ne prends pas le crit. Ne prends pas l'high roll. S'il y a bien une chose pour laquelle la région de Hoenn est célèbre, c'est pour ses vastes étendues d'eau. Tellement d'eau et tellement de nouvelles zones. À 3 PV près, on n'aurait jamais pu expérimenter ce que les joueurs appellent le Surfing Simulator. Une occasion unique de se forger un équipage de calibre élite. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on a été chanceux. Allez, on veut du muck. On veut du muck. On veut absolument choper un petit Voltorb. Parce que Légion, ce serait une singerie. Allez. Barraskouda. Ok. Et c'est pas fini! Parce qu'à Lavandia se trouve le Game Corner, un endroit fort sympathique qui t'offre un Pokémon. Le deal est simple, plus t'as de badge, plus le lot est intéressant. Et avoir une chance sur 2 de choper Metalos, est-ce que vraiment ça se refuse? Attention. Belle de boue. On dirait bien que le vent a tourné. Espérons juste qu'il souffle encore un peu. Et si je te disais que le meilleur Pokémon de tout ce fucking jeu se cache dans ces hautes herbes depuis 6 mois et qu'il attend patiemment qu'on vienne le chercher? Est-ce que t'y crois ça? Run and Bone ne fait rien comme les autres, c'est pourquoi la plus forte de toutes les créatures est évidemment de type insecte. Sa méga fracasse le jeu et c'est la raison précise pour laquelle on a attendu 3 saisons entières pour espérer la voir. On aurait pu prendre Quillfish, Tentacruel ou Cravarèche avant même d'affronter Watson, mais c'était faire une croix sur 20% de chance d'obtenir
Dardarnian. Alors puisse cette patience porter ses fruits, s'il vous plaît. Le moment de vérité. Pourquoi je stresse? Pourquoi je stresse? Allez, on veut le Big Drill. On veut le Big Drill. Big Drill. Mais c'est incroyable. Oh mais je peux tellement pas la foirer cette run. J'ai tellement de trucs qui se passent qui sont positifs, je peux pas la foirer cette run. On a obtenu absolument tout ce qu'on voulait. C'est un vrai petit miracle. Nos yeux peuvent maintenant être rivés sur Simtronel, car c'est là dans la volière de Winona que se trouve notre prochain badge. Mais on n'y est pas encore. Déjà à l'entrée de la ville nous attend la rivale qui nous affronte en combat double sous une pluie et un terrain électrique permanent. Rien que ça. Il faut déjà avoir vaincu la Team Aqua dans le centre météo. Bonne chance mon frérot, car dedans c'est que des fights atroces, hein, horrible sa mère. Et le bâtiment se situe au bout du bout de l'interminable route 119 qui déborde de dresseurs dans tous les sens. Ah, c'est le moment de sortir l'artillerie lourde. Le riche, avec ses 150 de vitesse, est le plus rapide de tous les Pokémon disponibles dans le jeu, à égalité avec Mega Alakazam pour te situer un petit peu. Avec son accès à Vol Switch qui te permet de frapper et de changer de Pokémon le même tour, plus aucune Focus Sash ne peut nous stopper. Et que dire de Mao? C'est pas un hasard si on n'a jamais pu mettre la main sur un Pokémon de type spectre plus tôt. Dexé a rendu leur obtention super rare. Logique, quand tu sais qu'avec 2 immunités au type combat et normal, certains dresseurs ne peuvent rien faire contre toi. Barakafrit quant à lui brille par sa puissance de frappe complètement absurde. Certes, il a pas pu 1v5 une équipe tout seul, on peut faire une croix là-dessus je pense, mais il peut quand même se targuer d'avoir 1v3 2 fois de suite. C'est pas mal quand même. Et enfin, le plus broken de tous, le Big Drill. Déjà, il tape tellement fort, c'est indécent. Tu combos de ça à sa vitesse tout aussi cheatée et t'obtiens une arme de destruction massive, je rigole pas. Tu me diras, ok, mais il a des défenses toutes flinguées. Ce qui est vrai. Mais déjà, bien souvent, le gars en face, bah il a pas le temps de bouger qu'il est mort. Et même s'il est pas sur le terrain, ces 2 doubles résistances plantes et combat lui permettent d'arriver tranquille sur certaines attaques. Et la dernière chose, bordel, l'ultime chose, c'est que c'est le meilleur appât au monde. Quand il débarque sur le terrain, Big Drill n'est point encore méga Big Drill. L'IA ne sait pas qu'on va méga évoluer et lui botter le cul. Alors il envoie un Pokémon qu'il croit plus rapide, pensant bien faire. Quelle erreur! La force de ces gars-là est juste magistrale. Après, on peut toujours compter sur les anciens dans les moments difficiles. Attention. Bon, si t'es toujours là, c'est que tu dois quand même kiffer un petit peu les strats de nerds bien puants là. Je t'en offre 3, toutes en rapport avec les statuts. C'est cadeau. L'un des sbires Aqua a un Dryol avec une Focus Bend. Pas une Focus Sash, non, une Focus Bend. La différence, c'est qu'elle a 10% de chance de s'activer pour empêcher le Pokémon de tomber KO. Si t'as de la chance, elle s'active pas, si t'en as pas, elle peut se déclencher 6 fois de suite. Ça a dû arriver à quelqu'un, c'est mathématique. Tu l'as donc deviné, il faut saboter le Dryol pour qu'il perde son objet définitivement. Problème, si tu le crit et qu'il passe sous les 50%, son talent Folle Fury boostera ses stats. La solution, c'est de brûler ton Pokémon, car ça va diviser ton attaque par 2, les dégâts même critiques seront alors négligeables. Shelly est la seconde de la team Aqua, une belle purge à affronter, vraiment. D'ailleurs, on va perdre Ribéry sur un misclick. Non! J'ai appuyé trop vite. Ça devait arriver un jour, mais on n'est pas là pour ça. Après un vol switch de le riche, Trickster se retrouve face à Lanturne qui a notamment Laser Glace, super efficace sur lui et qui surtout peut le geler. Si t'es malin, tu peux t'empoisonner avant de démarrer le duel pour éviter que ça n'arrive. Mais ça, tu le savais déjà. Non, le truc en plus, c'est que Trickster, comme tous les starters de son type, possède le talent Engrais, qui va multiplier la puissance de ses attaques plantes s'il se trouve sous les 33%. Et c'est parfait. Car avec Giga Sensu et Detect, on peut avoir le contrôle approximatif sur ses PV et quand l'occasion se présente, on achève Lanturne, le poison active Engrais et Méga Tortank se fait one-shot sans même avoir compris ce qui se passait. Ah, et terminons par un exemple délicieux, le match contre la rivale. Quand t'es en combat double, est-ce que tu t'es déjà demandé comment l'IA choisit le Pokémon à envoyer? En fait, c'est les mêmes critères qu'en simple, sauf qu'il prend sa décision en se basant sur le Pokémon en diagonale. Nous, ce qu'on veut, c'est faire venir en premier le Coatox et absolument pas le Lanceorien. Et en positionnant Fétichiste exactement à ce nombre de PV, on peut forcer ce choix. Car Coatox voit un kill là où pour 4% près, Lanceorien n'en voit pas.
Acnétiste peut séisme tranquillement tout le monde pendant que Fétichiste se protège, et c'est là que la magie opère, car avec les dégâts subis par le poison, quand le frérot débarque finalement sur le terrain, il verra cette fois une opportunité d'achever Capoeira. Un petit détect gratos pendant qu'Acnétiste continue le massacre. C'est là que je me dis qu'on en a fait du chemin. Au début, j'étais naïf, inconscient, et un peu paumé même. Mais quelle strat de merde! Et puis, galvanisé par mes victoires, je me suis cru invincible. L'arrogance avait pris le pas sur le reste. Jusqu'à ce que la réalité me rattrape. À partir de là, j'étais brisé. Incapable de croire que ouais, c'était peut-être possible. Malgré tout, le temps a fini par faire son travail. J'ai appris, j'ai grandi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis prêt. La 6ème arène de Run and Bun est là, bordel, et qu'est-ce qu'elle se passe bien. Déjà parce que personne n'explose, merci, mais aussi et surtout parce que Big Drill, il est présent dans tous les matchs, que ce soit pour pivoter, pour abattre ou pour bait les dresseurs, personne ne l'arrête. Alors quand on investit nos 4 dernières scales pour changer sa nature et maximiser sa vitesse, Winona, en personne, ne peut qu'implorer la clémence. Jésuite, Hamilton, le riche et Zushist ont juste à s'occuper de la première moitié de l'équipe pendant que le Bi s'occupe du reste. Et dis-toi bien qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il reste une chose, une manière de rendre ce truc encore plus craqué qu'il ne l'est. Ce qu'il faut, c'est le combiner à une autre créature qui fait elle aussi partie du gratin de ce jeu. Spoiler, c'est également un type insecte. Et le truc vraiment marrant, c'est que la raison pour laquelle les joueurs du monde entier ne calculent pas ce Pokémon est l'exacte raison pour laquelle il est si fort dans Run and Bun. Bienvenue dans l'équipe Sermuraille. Son talent repli tactique est unique dans son genre. Quand ses PV passent sous les 50%, ça l'expédie immédiatement hors du terrain. Ouais, a priori ça ressemble plus à un malus qu'à un bonus. Et pourtant, si tu sais t'en servir, mec, tu deviens le roi du pétrole. Juste imagine, Big Drill fait demi-tour sur Golizerpot qui se fait frapper à sa place. Repli tactique l'envoie alors hors du terrain, boum, tu reviens et tu refais demi-tour. Résultat, t'as buté quelqu'un, Big Drill est en sécurité, le gars en face fait un bad trip. Le frérot il est dans le cosmos, il voit des abeilles partout. Et en plus de ça, c'est toi qui choisis qui envoyer. Avec tout ça, on avance sans relâche, de pas en pas, de victoire en victoire. Carrément, si on met de côté notre bourde contre Shelly, d'un point de vue purement stratégique, ça fait 2 mois, 3 boss, 50 combats et 224 Pokémon vaincus depuis notre dernière perte. Ah, la stat est pas mal, hein. Hélas, toutes les séries ont une fin. Quelques semaines seulement après notre triomphe Route 119, la rivale désire nous confronter une ultime fois de la partie. Un match d'anthologie ô combien dangereux où le sacrifice est obligatoire. Alors, j'ai pris mon temps. Des jours durant, j'ai préparé le combat pour mettre toutes les chances de mon côté. Nuit et jour, j'y pensais, j'en devenais dingue. Mais on ne peut réfléchir éternellement quand c'est le moment. C'est le moment. Les mecs, j'ai fait ce coup tellement de fois, j'en peux plus. Probablement le combat le plus dangereux depuis le début de cette putain de run. C'est maintenant. Le début n'a rien de sorcier. Un demi-tour maîtrisé et un repli programmé, on revient et on agresse. Son destin est funeste. Alakazam, c'est qu'il résiste et croit nous surprendre qu'avec un HP, il peut nous descendre. Mais on sait ce qu'il sait et il sait pas qu'on le sait. Demi-tour, on encaisse, on revient, on achève. Vient alors l'élément clé qui à lui seul va tout changer. La balle de fer existe depuis la 4G, elle divise ta speed par 2 au lieu de la doubler. Personne ne sait pourquoi ça existe, ça fait 20 ans que tout le monde s'en fiche. Et ben j'étais du même avis jusqu'à me rendre compte d'une dinguerie. Si avec Escarmouche tu bats Nimoré et que tu te ferais prendre de vitesse par un tabouret, alors c'est Melmetal qui viendra car de vitesse il te prendra. Au massacre pivote et fait son devoir, il meurt en héros pour marquer l'histoire. Brutalibré honore sa mémoire, mais vient alors mon pire cauchemar, Elector de Galar. Il est la menace dont tout le monde a peur, plus qu'un piaf, un run killer.
car cette chose n'a qu'une envie, faire de toi sa dinde farcie. Il est la raison de mes maux de tête depuis 3 jours, j'ai le diabète. C'est également à cause de lui si mon crâne s'est dégarni. Alors on cherche encore et encore, dans la nuit noire jusqu'à l'aurore, à la recherche de la solution, migrant au gré de notre intuition. Jusqu'au jour où je vis la faille, une éclaircie dans la grisaille. Niffer, c'est une attaque particulière qui va copier celle de l'adversaire. L'ajout d'un boost y est notable, mais malgré tout reste négligeable. Sauf qu'en partageant le même type, en toute logique, leur faiblesse aussi est identique. Peut-on alors retourner l'IA comme elle l'a fait de nombreuses fois? La plus splendide des arnaques, lui voler sa propre attaque. Rapace ou rien, tel est mon destin. Je crois que je dois te faire une confession. Je t'ai menti. Quand tu cherches sur Google quel est le jeu Pokémon le plus dur du monde, la première info qui sort n'est pas spécialement Emeraude Kaizo. Non, en fait, le premier lien sur lequel je suis tombé, c'est ce post Reddit. Un interminable message rédigé par l'utilisateur Albabimam en avril 2023. Son contenu est incendiaire et son titre éloquent. Il y critique pas mal de choses comme la disparition permanente d'un objet après un sabotage, la suppression de talents puissants ou encore le fait que les dresseurs ont accès à des Pokémon que toi tu ne peux avoir. Mais le truc qui a vraiment attiré mon attention, c'est le moment où il va parler d'une zone précise du jeu qui, selon ses dires, est la plus dure et la plus injuste qu'il n'ait jamais vue. Qui aurait pu prédire qu'un an plus tard, j'allais me retrouver devant. Le pic du Mont Pyre nous introduit une mécanique que j'avoue n'avoir jamais vue ailleurs. La totalité des combats ont lieu sous un vent arrière permanent, doublant d'entrée de jeu la vitesse de toute l'équipe adverse. Niveau injustice, c'est vrai qu'on est pas mal, mais Albabimam ne parlait même pas de ça. Non, pour lui, le véritable scandale, c'est le boss de cette zone, Archie. Y a pas un Pokémon qui me terrifie pas. Rajoute à ça le fait que c'est un combat double et que, surprise, tu ne contrôles que la moitié de l'équipe car on t'impose un partenaire bancal sur lequel tu n'as aucun contrôle et qui à tout instant peut niquer ta run. Elle a un Rhinastock avec lame de roc, 85% de précision et abri aussi au cas où elle voudrait te laisser en 1 contre 2. Méga Florizard est quand même plus sympa, avec une couverture offensive intéressante et poudre dodo, toujours utile. Mais alors la bouse de l'équipe? Delcati frère. Et elle commence avec lui en plus. Bah je comprends un peu mieux le seum de notre poteau parce que tout simplement t'as pas les cartes en main. Ici, c'est pas toi qui décide. Comme tu peux prendre que 3 coéquipiers, la marge de manœuvre est minuscule. Après mûre réflexion, viendront avec nous Muck, Serrurier et Fétichiste. La seule chose que j'ai trouvée pour augmenter quelque peu nos chances de victoire, c'est de donner à Serrurier notre seul et unique B, Chirim. En débutant le combat à 26% et en étant empoisonné, il attirera une dernière fois les attaques vers lui, il pourra alors se protéger pendant que, espérons-le, Rhinastock fera un kill. À la fin du tour, le poison fera passer Serrurier sous les 25% et activera sa baie qui lui permettra ensuite d'attaquer avant tout le monde, emportant avec lui une dernière créature. Si j'avais un dernier mot, ça serait genre... pas mal le dégradé. Ah, merci mec, et bonne chance. Merci Matt. Le sort n'est plus entre nos mains. Archie, c'est maintenant.
Il est temps pour toi de partir dans un feu d'artifice. Explosion. Life Orb va tout simplement oblitérer le Urshifu, le Hydreigon et rendre la run plus safe. Un gros boom. Sirurier a juste à faire protect pendant qu'on l'espère. Hyperior essaiera de buter quelqu'un. Hein? Mais attends, il devait pas manger la bistourcie. Dans le calque, Sirurier est encore niveau 56. Donc j'étais pas à 26%. Là je vois que le double protect en espérant qu'ils me visent tous les deux en fait. Le détective passe. Allez mon ref. Vous allez pas le croire. Vous allez pas le croire. Hitmontop, même sous le vent arrière, est plus rapide que Stakataka. Il a 81% de chance de le tuer. « 80% de chance de close combat de Stakataka. Mais quel match de dingue. Tue-le. 80%. 80%. Let's go. Et ainsi se termine notre histoire. Je comprendrais si t'étais un peu déçu qu'on s'arrête là, sans avoir atteint le bout du jeu. Personnellement, ça me convient. C'était intense, un peu trop peut-être. Et pour être honnête, j'ai carrément peur de tout gâcher. Perdre n'effacerait en rien tous les souvenirs tissés au fil des mois, c'est sûr, mais quand même. Et si l'on venait à triompher, là aussi ça serait une forme d'adieu, juste sous une autre forme. Non, moi il me plaît bien cet entre-deux. Alors, Renedbun mon frérot, merci. Jamais un jeu Pokémon ne m'avait fait ressentir pareille émotion. Hélas, nos chemins se séparent. Et pour ma part, j'aurais bien besoin d'un peu de repos, je crois. Encore merci à Emma, le tout premier sponsor de la chaîne. Toutes les infos sont en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Un grand merci bien évidemment aussi à tous les membres Patreon. Les refs, c'est grâce à vous si je peux me permettre de travailler 5 mois sur une seule vidéo. Vraiment du fond du cœur. Merci. Merci aussi à FRTC, ce génie qui m'a aidé pour la partie 3D. Enfin, c'est plus qu'aider là, ça, il m'a sauvé. Merci mon ref. Et bien sûr, on remercie le Matisse pour m'avoir partagé sa voix. Déjà, c'est sa vraie voix dans la vidéo. Et aussi pour m'avoir conseillé tout le long de cette run de folie. Si jamais ça vous intéresse, la totalité des 216 combats sont disponibles sur ma chaîne secondaire avec les explications de tous les fights, qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc. Je vous la mets aussi en description. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.